Bonsoir à chacun et à tous et merci de toujours prendre le rendez-vous de l'information sur le leader des web TV. Dans le bulletin d'information, les élus communaux de Kové, de Mwenhi, de Zanyanado et de Zakota ont pris part hier, mercredi 23 novembre 2022, à un forum de débat et d'échange sur les droits fonciers, le renforcement de la résilience des femmes dans les chaînes de valeur agricole. Une initiative de Konrad Adenauer qui vise à faciliter l'accès des femmes aux fonciers. Droits fonciers, perturbations dans les chaînes d'approvisionnement alimentaire et résilience des femmes. Le thème est au cœur de ce forum organisé par la Fondation Konrad Adenauer au profit d'élus communaux de Kové, Mwenhi, Zanyanado et Zakota. Une initiative dont l'objectif est d'amener ces décideurs à prendre des mesures afin de faciliter l'accès des femmes aux fonciers. Une femme qui accède à la propriété foncière grâce aux connaissances de la loi et du contexte juridique qui est associé à la maîtrise de la terre qu'elle cultive et a une meilleure chance d'améliorer ses moyens d'existence, notamment ses capacités à vendre. Choisir comment exploiter et obtenir de fonds pour le développement de ses activités économiques. Par ailleurs, ce forum, qui ne vise que le bien-être de la femme et la fin des discriminations portées à l'encontre des femmes dans le domaine agricole, est disposé à outiller les acteurs de la chaîne des valeurs agricoles. Notre objectif est d'abord d'offrir un cadre de discussion, d'analyse et de débat entre les élus et les acteurs de la chaîne d'approvisionnement alimentaire sur les défis des crises et les mécanismes d'adaptation pour assurer la résilience des communautés à la base et les femmes en particulier. Ensuite, informer, former et sensibiliser les différents acteurs de développement et décideurs politiques sur la nécessité de développer les capacités de résilience des femmes et leur chance d'exercer, de faire valoir les droits fonciers pour contribuer à maintenir la disponibilité et la qualité des denrées alimentaires et réduire par ricochet la famine et la pauvreté. Pour le représentant du maire de Kové, les différentes réflexions qui naîtront de cette assise vont non seulement permettre de faire connaître les droits fonciers de la femme aux experts du foncier, mais aussi assurer l'épanouissement durable des femmes rurales. Ce forum est pour nous une occasion très chère pour pouvoir échanger, pour pouvoir dialoguer et certainement prendre des résolutions et faire des recommandations que nous allons partager dans nos communes, dans nos communautés et inciter les populations à connaître les droits des femmes dans le domaine. Et parmi ces droits, il y a le droit qui est lié à l'accès à la terre. Le grand défi à relever après ce forum concerne les hommes en charge de la gestion des terres dans les communes. Il leur revient de faciliter l'accès des femmes aux fonciers. Après ce forum, les autorités communales, nous allons les rencontrer, discuter avec eux, bien sûr. Les responsables des organisations paysannes à l'échelle communale aussi seront rencontrés. Il se fera une restitution de cette activité-là. Et ensemble avec les autorités communales, ils iront au niveau des villages, des arrondissements, présenter l'importance de l'accès des femmes aux fonciers et faire des plaidoyers au niveau des responsables religieux aussi. Cette activité d'échange avec des élus communaux du Zou va s'étendre au reste du dit département afin qu'ils jouent leur partition en ce qui concerne l'accès des femmes aux fonciers, aux intrants et aux ressources. En Côte d'Ivoire, sur les 13 448 impactés du métro d'Abidjan, plus de 7 000 de la commune de Port-Boué ont reçu le chèque d'indemnisation le 22 novembre 2022, ceci sous l'injonction du ministre des Transports ivoirien. Evelyne Dossou nous en dit plus.
En Côte d'Ivoire, dans le cadre du processus d'indemnisation des impactés du métro d'Abidjan, plusieurs nouveaux impactés de Port-Bouët ont reçu le chèque à la trésorerie principale de cette commune ce mardi 22 novembre 2022. Cette opération de paiement est réalisée par la cellule d'exécution du plan d'action et de réinstallation. Il s'agit d'une première vague de 36 impactés, dont des locataires et des propriétaires qui font partie des nouveaux impactés du tracé de la ligne numéro 1 du métro d'Abidjan. Ils habitent les bâtiments 27, 28 et 29 situés en face du 43e BIMA et les bâtiments 19 et 20. Si certains ont préféré partir avant la date indiquée, d'autres par contre occupent encore le logement tout en sachant qu'ils doivent les libérer avant le 30 novembre prochain. Par ailleurs, sur le processus de libération des emprises, l'opération se poursuit avec la démolition des bâtis du côté d'Adjamé, Nouvelle Gare et sur bien d'autres sites par endroit. Pour rappel, ce sont plus de 7000 impactés sur un total de 13 448 qui ont été indemnisés. Et près de 95% de l'emprise ont été libérés sur l'ensemble du tracé de 37,4 km du nord au sud. Le secrétaire général du mouvement burkinabé uni pour une transformation sociale est accusé de complot pour déstabiliser le gouvernement de transition que préside le capitaine Ibrahim Traoré. Une accusation qu'il rejette en portant plainte au procureur de la République. Dans une déclaration, le mouvement burkinabé uni pour une transformation sociale exprime son indignation face aux allégations des officines de la délation contre le secrétaire général du mouvement, Abdoulaye Bari. Ce dernier est accusé de tenir des réunions avec d'autres personnalités et d'organiser des manifestations en vue de déstabiliser la transition et le MPSR. Face à ces accusations dont l'objectif est de porter atteinte à son intégrité physique et morale, Abdoulaye Bari a alors saisi le procureur d'une plainte afin que toute la lumière soit faite sur ces graves accusations dont l'objectif est de porter atteinte à son intégrité physique et morale et surtout que les auteurs soient sanctionnés à la hauteur de leur forfait. Mesdames et messieurs, c'est la fin du bulletin d'information. Retrouvez-nous dans la suite de votre émission tout juste après cette pause. Guérit TV Monde casse ses prix. Waouh! Chers candidats aux législatives, profitez de cette opportunité que le leader des Web TV vous offre pour mieux faire connaître vos ambitions et le projet de société de votre parti politique. Et tout ceci à un prix défiant toute concurrence. Pour plus d'informations, appelez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Avec Massa Gaspard Adjamossi, nous passons à la chronique du jour. Mondial Qatar 2022. Quelle chance pour les représentants africains. La grande fête mondiale de football a démarré le dimanche 20 novembre 2022 au Qatar. Pendant près d'un mois, les équipes représentant chacune des régions de la planète vont s'affronter pour dégager finalement celle qui va se hisser par ses performances sur le toit du monde en remportant cette 22e édition de la Coupe du Monde. Au nombre de ces équipes en compétition figurent les 5 équipes africaines, à savoir le Cameroun, le Ghana, le Sénégal, le Maroc, puis la Tunisie. Quand on sait qu'aucune sélection africaine n'a atteint jusque-là les demi-finales de cette prestigieuse compétition et que les représentants du continent ne sont que 5 sur les 32 sélections présentes, on peut s'interroger sur les chances des nations africaines de remporter cette compétition ou à tout le moins de représenter dignement le continent et de faire notre fierté. La meilleure chance du continent, visiblement, semble être les Lions de la Teranga du Sénégal, champions d'Afrique en titre et qui disposent d'une constellation de joueurs expérimentés et évoluant dans les grands championnats européens notamment. La blessure de Sadio Mané, la star de cette équipe et un des joueurs phares du continent, sème le doute dans certains esprits.
Mais l'expérience du coach sénégalais Aliou Cissé et la solidité du groupe nourrissent quelques espoirs des fans africains. Les Sénégalais auront à affronter le pays organisateur, le Qatar, l'une des meilleures nations européennes, les Pays-Bas, et puis l'Équateur. Les Lions indomptables du Cameroun sont, eux, des habitués de la compétition avec une 8e participation de rang. Le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, fils qu'on ne présente plus, proclame à qui veut l'entendre que son pays est un sérieux prétendant pour la victoire finale. Mais aussi indomptables qu'ils soient, les Lions camerounais auront fort à faire face à des équipes comme la Suisse, la Serbie et l'éternel Seleção du Brésil avec ses stars. Les 3 autres nations africaines présentes à cette Coupe du Monde Qatar 2022, à savoir le Maroc, le Ghana et la Tunisie, peuvent aussi être les belles surprises de cette compétition. Le Maroc qui joue la Croatie, équipe vice-championne en titre, la Belgique 3e du dernier mondial en Russie, puis le Canada. Les Black Stars du Ghana, eux, croisent les crampons avec la Corée du Sud, le Paraguay, puis le Portugal de Cristiano Ronaldo. Enfin, les Aigles de Carthage de la Tunisie se mesurent à l'équipe championne en titre, la France, au Danemark et à l'Australie. Ce bref tableau montre combien de fois la tâche sera difficile pour les nations africaines qui disputent la Coupe du Monde au Qatar. Mais comme on le dit souvent, le football se joue à 11 joueurs contre 11 et la balle est ronde pour tout le monde. Et malgré donc le palmarès des uns et visiblement les forces inégales en présence, l'espoir est permis et nous avons le devoir de soutenir jusqu'au bout nos représentants qui peuvent bel et bien nous honorer et nous rendre fiers. L'épopée des Marocains, des Camerounais et encore des Ghanéens lors des précédentes éditions reste encore fraîche dans nos mémoires et incite à rester optimiste. Après la chronique du jour avec Mas Gaspard Adjamossi, mesdames et messieurs, nous sommes à présent dans le forum de discussion de ce jeudi 24 novembre 2022 avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonsoir. Bonsoir Latifat Kawé. L'Assemblée nationale vient de voter une loi de prise en charge des victimes en mission. Effectivement, il s'agit de la loi numéro 2022-28 portant régime de prise en charge et de protection des victimes des missions ou de leurs ayants droit. Charles Alban Daoui, dites-nous, cette loi vient régler quel problème? Oui, vous voyez, tel que libellé même, on parle de loi qui prend en charge les victimes des missions ou de leurs ayants droit. Il s'agit d'une loi qui prend en compte toutes les personnes qui tombent, par exemple, sur des champs de bataille. Et c'est une loi qui protège toutes les personnes victimes de missions à la fois au Bénin ou à l'étranger. Et la cible, c'est surtout les forces de défense et de sécurité publique, à savoir les policiers ou bien ceux qui sont dans l'armée béninoise. Vous n'êtes pas sans savoir que le Bénin, depuis le début de cette année, connaît des attaques terroristes dans la partie septentrionale du pays, qu'il y a des soldats, des Béninois qui sont décédés et qui sont tombés donc dans des embuscades et qui ont dû perdre leur vie dans des situations du genre. Voilà les missions dont il est question. Ces personnes qui sont donc dans ces missions de protection, de défense du pays, quand le malheur vient à le frapper, il laisse des familles, il laisse des enfants. Il faut bien que les gens en prennent soin. Et donc, avec cette loi-là, c'est pour assurer, pour indemniser ces personnes en quelque sorte, c'est pour permettre que les familles de ces personnes-là ne soient pas livrées à elles-mêmes sans soutien et que les enfants de ces personnes qui se retrouvent dans des situations du genre, soient laissés pour compte. Donc, ce que la loi dispose, c'est déjà quand la personne décède ou disparaît, il y a un capital décès que la loi a prévu de payer donc à la famille de ces victimes et de ses ayants droit, notamment sa progéniture, ses enfants. Et par la suite également, la loi dispose que les enfants de ces personnes-là vont être pris en charge, notamment les enfants mineurs jusqu'à l'âge de 21 ans. Et qu'il vous souvienne que pour les soldats qu'on a perdus suite aux attaques terroristes
dont nous avons été victimes dans la partie septentrionale du pays, il y a des cérémonies de reconnaissance et d'hommage posthumes qui ont été rendus à ces personnes-là. La loi également prend en compte cela désormais. Donc en dehors de la prise en charge des familles, des enfants et consorts, il y a cette reconnaissance nationale-là à titre posthume et même des avancements. C'est-à-dire que bon, si la personne est à un certain grade, on peut considérer que s'il était encore en vie, il va monter de grade et donc que sa situation va s'améliorer. Donc voilà un peu le genre de problème que cette loi vient régler. C'est à saluer que le gouvernement et que la représentation nationale aient décidé donc de prendre cela en compte parce qu'on ne cesse de le dire. On se pose la question de savoir quand des gens tombent comme ça sur le champ de bataille, que deviennent leurs familles en temps normal. Avec une telle loi, si elle est appliquée dans les normes, on ne devrait plus se poser cette question. Et ceux même qui sont dans ces fonctions-là, c'est un baume qu'on leur apporte, c'est une assurance qu'on leur donne. Nous ne vous oublions pas, nous vous envoyons en mission. Nous avons l'État, le gouvernement prend en charge votre famille au cas où malheur vous arrivez. On ne le souhaite pas, mais si ça arrive, il faut bien prendre des mesures pour accompagner ces personnes-là. Donc c'est une loi à saluer. Merci à vous, Charles Bandaoui, pour vos explications. Merci. Mesdames et messieurs, ainsi se referme le forum de discussion de ce soir. Sans transition, voici la vidéo du jour. Mesdames et messieurs, chaque vie est une histoire. Vivez la vôtre sans vous soucier des préjugés. Ainsi se referme votre émission Tour d'horizon d'aujourd'hui. Merci de votre attention et à demain.